Bonjour à tous et bienvenue sur Montre et Restauration. Aujourd'hui sur l'établi, on peut voir, on a une Rolex, une Submariner, vous voyez, en acier et or. Et vous allez voir sur cette Rolex qu'il y a quand même, il y a pas mal de petits problèmes. Je vais vous expliquer en fait cette montre, c'est la montre d'un abonné qui a été envoyé en service chez Rolex, hein, donc qui a été fait dans une boutique Rolex. Et vous allez voir qu'il y a quelques petits soucis sur cette montre et c'est pour ça qu'il m'a envoyé la montre. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va regarder voir si la montre fonctionne dans un premier temps, si toutes les fonctionnalités de la montre fonctionnent correctement. On a remonté la montre, on voit que ça tourne. On voit aussi qu'on a un changement de date rapide ici, où on est sur la position intermédiaire de la couronne qui fonctionne. Et le premier problème que mon client a donné, c'est qu'il y a un petit problème. Vous voyez, quand on est sur le réglage de l'heure, normalement, l'aiguille des secondes doit s'arrêter. Et l'aiguille des secondes s'arrête, mais pas tout le temps, en fait. Donc, on voit là, quand on est sur la troisième position, euh, la troisième position vient pas directement. On dirait qu'on a eu comme une quatrième position sur la montre. Et vous allez voir à la fin, on va arriver à changer. Vous voyez là, je change l'heure, mais l'aiguille des secondes s'est arrêtée. Et en faisant ce test-là plusieurs fois, vous allez voir qu'on arrive à un moment où l'aiguille des secondes continue, mais on peut changer l'heure, donc c'est pas normal. Donc il y a forcément un problème dans cette montre. On va voir ce qui peut se trouver à l'intérieur et on verra quelques petites surprises aussi dans cette montre lors de la révision. Et vous voyez là, regardez, je change l'heure et les secondes tournent. Ça, c'est pas normal sur ce type de montre. Normalement, l'aiguille des secondes doit être arrêtée à 100% quand on est en réglage de l'heure. Donc, il y a un petit souci sur cette montre. Mon client avait bien raison. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une révision complète. On va voir si on trouve le problème. Et bien sûr, comme on l'a dit, on va tout démonter. On voit aussi là du mal à redémarrer là sur la montre. On est en train de regarder ici, voir si le changement de date se fait bien à minuit. Ouais, là, c'est parfait sur la montre. Donc voilà, il y a forcément beaucoup de choses qui vont bien, mais il y a quelques petits problèmes sur cette montre. Comme on l'a dit, hein, cette montre, elle a été envoyée ou elle a été révisée chez Rolex et on va voir à l'intérieur qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont pas vraiment très corrects sur cette montre. Donc on va essayer d'ajuster ça. Donc on va enlever le bracelet, voilà. On enlève ici les pompes. Parfait. On voit le numéro ici, la référence. On est sur 16 613 et on voit l'amplitude. La montre tourne plutôt bonne, hein. Enfin une amplitude qui est quand même assez élevée, à pratiquement 300 degrés. Le bitéor à 0,3, on peut l'ajuster un petit peu. Et moi personnellement, j'aime pas les montres qui perdent du temps. Je préfère avoir des montres qui gagnent un petit peu de temps pour pas être en retard, hein, plutôt que des montres où on est en avance et plutôt en retard et qu'on perd un rendez-vous par exemple. Je préfère avoir plutôt quelques secondes d'avance sur une montre plutôt qu'être en retard. Donc voilà, là on va démonter le boîtier arrière avec ces outils customisés de chez Eurotech où on va enlever le boîtier, voilà, qui est spécialisé pour les Rolex, hein. C'est un boîtier, voilà, on a un outil spécial Rolex pour démonter les fonds. Et regardez à l'intérieur. Alors là, je ne sais pas si cette montre a été révisée ou si ça a été fait pendant la révision Rolex, hein, parce qu'il y a forcément eu plusieurs révisions. Regardez les marques qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas comment on peut faire des marques à l'intérieur du couvercle ici. Vous allez voir. Et regardez le jeu qu'il y a ici sur le rotor là de la partie automatique. Waouh, il y a beaucoup trop de jeux ici là. Donc on va ajuster ça. Vous allez voir, on va changer une pièce. Vous verrez à la fin de la vidéo. Ça, c'est pas normal qu'il y ait autant de jeux dans la masse oscillante ici du système automatique. Regardez un petit peu là sur le macro, on voit vraiment qu'il y a beaucoup trop de jeux. Et forcément, vous voyez, ce mouvement, au bout d'un moment, ça va toucher entre les pièces. On va avoir et forcément, la partie automatique ne va plus fonctionner comme elle devrait. Donc, on va démonter ça. On va commencer par enlever, vous voyez, la masse oscillante ici, où on a enlevé le petit clips ici à l'intérieur. Qu'on va remonter gentiment, tout doucement. Voilà, on va enlever ici le rotor. Voilà.
On le voit ici aussi, on est sur un calibre 35 pardon, de chez Rolex. On voit le calibre qui est plutôt propre, hein, et je le vois aussi, vous allez le voir, on voit aussi qu'il y a de l'huile encore. Et regardez cette marque ici, là, sur la vis. Franchement, là, ça a été fait à la tronçonneuse, hein, sur la pièce. Je ne sais pas si ça a été fait pendant la dernière révision qui a été faite chez Rolex, hein. Forcément, c'est une montre où il y a eu multiples révisions. Enfin, si la révision a été faite, elle a été faite au moins 2 voire 3 fois depuis l'âge de cette montre. Donc, je ne sais pas si ça a été fait sur la dernière révision, mais là, c'est vraiment choquant. Je ne sais pas comment on peut faire. Alors, forcément, ça peut arriver quand on dévisse une vis, qu'on ait le tournevis qui ripe, mais on va faire une rayure, mais légère. Là, c'est vraiment une rayure très profonde. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir ce genre de marque lors d'une révision de montre. Donc voilà, là on a enlevé le calibre avec ce magnifique cadran. Les cadrans de chez Rolex, quand vous les enlevez de la montre, ils sont encore plus beaux quand ils sont en dehors du verre, sous le cristal. Je les trouve magnifiques. Et donc on va enlever les aiguilles. Vous voyez, j'utilise cet outil ici. C'est un nouvel outil que j'utilise pour la première fois. Un outil qui vient en fait, c'est d'ailleurs le même outil qui est utilisé chez Rolex, qui est spécialement fait pour ce type de calibre, pour maintenir en fait le calibre lors du démontage et remontage de ce calibre. Je le trouve voilà, très pratique. Donc on va enlever ici les aiguilles gentiment. On va les soulever ici avec cette paire qui vient lever les aiguilles ici. On protège bien sûr toujours le cadran parce qu'on ne veut pas rayer. Alors, on l'a vu, hein, il y a eu des rayures dans le calibre, mais surtout, on ne veut pas rayer le cadran. Et bien sûr, on ne veut aucune rayure nulle part. Le but, c'est quand on fait une révision, c'est de faire aucune trace de l'horloger qui est passé sur le calibre, hein. C'est le but. Donc c'est pour ça aussi, vous voyez, qu'on va utiliser par exemple ici des outils en plastique pour pas rayer par exemple le disque de date qui se trouve juste dessous. On utilise par exemple des bruxelles ici qui sont en carbone en plastique pour ne pas rayer aussi, qui est forcément beaucoup plus souple que du métal, pas rayer les cadrans, pas rayer les aiguilles. Et là, voilà, on a enlevé le magnifique cadran, on peut voir, et là, regardez, première erreur, la vis ici est restée ouverte. Alors, c'est la vis qui vient maintenir le disque de date. Vous allez voir, je vais la remettre en position comme elle aurait dû être normalement, c'est-à-dire fermée. Voilà, là maintenant, vous voyez, elle est fermée sur le disque et elle était en position ouverte. Donc, c'est-à-dire que le disque pouvait bouger haut en bas. Donc, il y avait sans doute des frictions qui venaient frotter contre le cadran. C'est vraiment très bizarre d'avoir laissé cette vis-là ouverte comme ça. Un petit peu choquant. Donc, voilà, c'est des petits trucs en découvrant ça. Alors, voilà, en plus, fait par un service Rolex. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui font des calibres Rolex, qui ont été formés par Rolex, qui font des calibres Rolex toute la journée. Je ne sais pas comment c'est possible d'oublier de fermer ça. Et là, on regarde le problème. Vous voyez cette pièce qui bouge là sur cette vague, et on le voit là. Là, on vient de voir un problème. On a 3 positions. On a la vague en bas, à gauche, à droite, et la vague au milieu. Et on voit que la position tout en haut, quand elle saute, mais c'est pas net. Vous voyez là, il est pas net, il va pas jusqu'au bout. Et là, hop, vous voyez, il va jusqu'au bout. Normalement, ça devrait aller d'un coup jusqu'au bout. Et c'est ce qui permet en fait de faire l'arrêt de cette seconde. On voit que cette pièce n'est pas engagée complètement. Je pense qu'il y a un problème. Alors, on va voir s'il y a un problème sur les pièces. Mais je vois que c'est quand même très sec à cet endroit. J'ai pas l'impression que ce soit bien graissé. On va voir lors du démontage, mais là c'est sûr que c'était une des raisons pourquoi, et on le voit là maintenant qu'on démonte le calibre. Je regarde ci dessous, bien sûr il n'y a rien, voir s'il n'y a pas de signe anormal sur ce calibre, mais ouais, il y a bien un problème là sur ce changement quand on tire sur la couronne pour être
au mode de réglage de l'heure, normalement on doit avoir l'aiguille de seconde qui s'arrête et on voit c'était pas à fond. C'est pas souple sur le mouvement là, donc il y a vraiment un petit problème. Là on est en train de remonter le système de changement de date. Vous allez voir là c'est à mon tour de faire une toute petite erreur lors du démontage. Vous voyez il y a cette hop là et là c'est venu sauter en dessous du ressort. Et j'ai de la chance, j'ai trouvé la pièce et surtout le petit rubis qui est dessus a pas bougé. Donc j'ai tout de suite trouvé la pièce, il n'y a pas eu de souci, mais c'est toujours un endroit assez particulier lors du démontage de ces montres parce qu'il y a un ressort qui est très puissant et il faut toujours faire attention lors du démontage pour éviter justement que ça saute. Donc là on voit que depuis que j'ai enlevé le pont supérieur, la pièce elle a l'air de bouger beaucoup mieux. Bon, on verra lors du démontage complet. Là, on va passer forcément aux étapes supérieures de ce démontage. On va bien sûr tourner le mécanisme. On va passer côté balancier maintenant. Vous voyez sur l'outil, là, on fait un côté, on a le côté cadran et l'autre côté, on a le côté balancier pour venir fixer ici le calibre dans cet outil. Et pour être sûr qu'il ne bouge pas durant le démontage ou le remontage. Et là, on voit cette marque, c'est vraiment dommage. Hein. Et puis, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment une marque super profonde. Je sais pas comment c'est possible de faire une marque aussi profonde que ça. Et en plus des deux côtés sur la vis, je sais pas, je comprends pas comment c'est, parce qu'on peut arriver à ripper d'un côté de la vis avec le tournevis, mais là faire des deux côtés, c'est vraiment choquant. On va enlever ici. On va enlever la puissance qui est à l'intérieur du ressort, voilà, pour arrêter complètement le calibre. On va enlever bien sûr ici le balancier, qui est vraiment très fragile, surtout le spiral, qui est ce ressort ultra fin à l'intérieur. Donc on vient enlever les vis, vous allez voir, on va retirer ce balancier ici, gentiment. Voilà, parfait. Et on va mettre ça de côté. On va bien sûr le remonter après pour le nettoyage. Vous verrez pourquoi. Et on va faire un petit check d'abord sur toutes les pièces. On va regarder s'il n'y a pas trop de jeu. Donc là, par exemple, on a regardé sur l'encre que je suis en train de démontrer, voir s'il n'y avait pas trop de jeu entre les deux rubis, c'est-à-dire le jeu du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Parce que s'il y a trop de jeu, pareil, ça veut dire que les pièces peuvent se toucher entre elles. Et bien sûr, ça va abîmer les pièces et ça va aussi abîmer l'amplitude, parce que voilà, on va créer de la friction entre si les pièces se touchent entre elles. Donc c'est pour ça aussi qu'on regarde. Forcément, on l'a vu, hein, ce calibre sur le time grapher au tout début, il tourne vraiment très bien. Donc il n'y a pas de raison qui est le problème. Mais voilà, c'est une procédure, on fait toujours la même. Quand on démonte un calibre, on va être sûr que voilà, il n'y ait pas trop de jeu, qu'il y ait bien sûr du jeu aussi qui soit assez suffisant. Et s'il n'y en a pas assez ou s'il y en a trop, on va ajuster ça. Là, sur ce calibre-là, bien sûr, en vérifiant, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de problème sur le jeu, là, sur le train de roue. Et on va continuer à démonter le reste des pièces. Donc on a ce petit pont ici qui est avec la roue des couronnes dessous. Avec ce qu'on appelle ici aussi le hack en anglais, là, c'est la pièce qui vient venir arrêter le balancier quand on va tirer justement sur le réglage de l'heure, qui va venir appuyer le balancier pour carrément arrêter, bloquer le balancier pour arrêter la seconde. Donc c'est cette pièce en couleur or là qu'on vient d'enlever. Et ici on va démonter le reste des pièces là, qui est sur le pont du barillet. Donc on le voit aussi, hein, je vous le dis à chaque fois, les calibres Rolex sont quand même, quand vous travaillez dessus, c'est vraiment assez particulier. On voit que c'est des calibres quand même qui sont très solides, même extrêmement solides en termes de qualité. C'est pour ça que voilà, et c'est même si alors là on est sur des calibres quand même assez récents, hein, sur un 31 35. Mais même si on regarde sur des calibres qui sont bien plus vieux, on le voit à la base que vraiment
une des philosophies de chez Rolex était vraiment d'avoir des calibres ultra robustes. On le voit, regardez, des rubis partout. Des rubis, là, par exemple, sur le barillet. Il y a énormément de rubis, des pièces assez épaisses, assez solides. Et forcément, ouais, c'est vrai que quand on voit des Rolex, même des Rolex qui n'ont pas eu de service pendant très longtemps, les calibres restent quand même en très bon état. C'est quand même assez impressionnant. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un gage de qualité quand même assez important. Et comme je vous dis, quand on travaille dessus, on le voit encore plus et on le sent encore plus sur les calibres. Et aussi, c'est des calibres qui, je trouve, sont quand même assez jolis. Alors forcément, c'est pas des calibres comme vous pouvez avoir par exemple chez GGR ou forcément chez Patek Philippe ou Vacheron, mais voilà, c'est des calibres qui restent quand même assez jolis à regarder. On le voit quand même qu'il y a beaucoup de types de finition sur ces calibres, hein. Des côtes de Genève, du perlage. Voilà, on le voit, des grains, enfin sur les différentes pièces. C'est quand même des calibres assez jolis. Bien sûr, sur 99% des Rolex, on ne le voit pas, le calibre, parce que le boîtier arrière est complètement opaque, hein. Il n'y a pas de cristal à l'arrière pour voir le calibre. Mais ça reste quand même des calibres qui, je trouve, sont quand même assez plaisants à voir. C'est pour ça aussi que je les montre sur la chaîne, hein, pour voilà, c'est forcément ceux qui ont la plupart des propriétaires qui ont des Rolex n'ont jamais vu le calibre de la Rolex. Et je trouve qu'ils sont quand même très très jolis. Donc là, on est en train de démonter, vous voyez, le pont du train de roue. Et on va bien sûr enlever chaque roue ici. Regardez si les points de pivot, dans quel état ils sont. Voir qu'il n'y ait pas de problème particulier sur le calibre. Ici, on a la roue d'échappement. Voilà. Et on a encore un petit pont ici, un pont qui est le pont le plus bas ici du calibre. Où vous allez voir un pignon ici dessous. Voilà, qu'on vient enlever gentiment. Parfait. Et là, on a enlevé toutes les pièces côté balancier. Et on va faire la même chose côté cadran, où on va démonter le reste des pièces. Et là, vous allez voir une petite surprise sous cette pièce-là. Donc, on enlève ici ce pont par-dessus. Et dessous, il y a une énorme... Alors, d'un point de vue horloger, c'est une énorme fibre. C'est même un fil, carrément. Vous voyez cette pièce, ce morceau là-dessous. Je comprends pas comment... Alors, forcément que on travaille et on essaie d'avoir le minimum de poussière. Et forcément, alors... Moi, quand je travaille sous une caméra, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a les caméras autour de moi, dessous. Donc, j'ai forcément un petit peu plus de recul sur le calibre pour regarder avec ma loupe vraiment de très près. Mais quand vous travaillez forcément en dehors et quand vous travaillez pas sur une caméra, vous êtes avec votre loupe, là, forcément, ça zoome quand même pas mal. Vous pouvez pas voir toutes les micro poussières, mais une poussière comme ça, vous saute à l'œil si vous avez une loupe. Donc je ne comprends pas comment c'est possible de ne pas, parce que ça peut arriver, voilà, d'avoir des poussières, ou si vous la voyez, vous prenez un bout de rodico et vous l'enlevez, mais de la laisser. Et celle-là, elle était exactement sous le système, justement, où on a ce changement, en fait, ce changement. Alors, est-ce que c'est cette pièce-là aussi qui créait une friction sur le changement, qu'on a dit, quand on tirait sur la couronne pour le changement de l'heure, qui permettait justement de pas l'enclencher tranquillement et voilà, créer un petit peu de friction avec cette énorme fibre-là? C'est possible aussi. Donc voilà, on a enlevé ça. Bien sûr, on va tout renettoyer, hein, et on va refaire un service complet sur cette montre pour être sûr qu'on repart sur de bases correctes. On va venir bien sûr enlever ici les rubis. Vous voyez dans ces systèmes de choc, ces ressorts qu'on vient ouvrir. On voit qu'il y a une goutte d'huile encore là. On voit ce cercle dans le rubis ici, que bien sûr on va nettoyer, mais où on va remettre de l'huile. Ici, on est aussi sur les rubis ici du balancier, côté cadran. Voilà, où on vient enlever avec un peu de rodico ici. Et on va remettre notre balancier, là, ici sur la platine.
Voilà, on vient remettre gentiment en place. Toujours pareil, on essaie de garder le balancier, on garde le balancier sur la platine pour que pendant le nettoyage, parce qu'on va passer toutes ces pièces dans une machine à nettoyer, pour que le balancier ne se balade pas et surtout pour pas endommager le spiral, ce ressort là qu'on voit dessous, qui est ultra fin, ultra fragile. Donc on le laisse ici pendant le nettoyage. On va démonter aussi le barillet. On l'a vu sur le time grapher encore énormément, une amplitude qui était quand même très bonne sur la montre. Pratiquement 300 degrés d'amplitude, ce qui est très bon. Donc le ressort, ça veut dire que le ressort est plutôt en bon état, forcément, vu l'amplitude qu'on a. Donc ce qu'on va faire, on va réutiliser ce ressort, on va tout nettoyer et on va réutiliser le ressort aussi sur ce calibre, vu l'amplitude qui était correcte. Donc là, vous voyez, je suis en train de, si on veut désembobiner le ressort du barillet ici, on va démonter, vous vous souvenez, là, c'est sous le pont ici où on a l'inscription 3135 dessus. On a la roue des couronnes que je viens de démonter avec cette vis. Et on va démonter, voilà, les pièces qui sont en dessous. On va bien sûr nettoyer tout ça. On va aussi démonter le système de remontage automatique qui est vraiment iconique pour Rolex avec ces deux roues rouges ici, là. Donc voilà, on va démonter ça, on va nettoyer toutes ces pièces aussi. Voilà, on a la roue ici et on a ces roues ici, rouges ici, vous voyez, avec une roue à l'intérieur, vous voyez, c'est avec ses dents en forme d'étoile ici. Et on a cette petite roue au centre qu'on vient aussi enlever. Voilà, on va nettoyer tout ça. Et on va mettre toutes nos pièces ici dans ces petits paniers. Où on va passer tout ça dans la machine à nettoyer, vous voyez. Il y a quand même pas mal de petites pièces sur une Rolex, surtout une Rolex, on va dire, assez, voilà, c'est juste avec une date et système automatique. Donc il y a quand même pas mal de pièces. Donc on va garder en famille, vous voyez, dans ces paniers, pour ensuite pouvoir les remonter et garder le type de pièces ensemble. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Et maintenant, on va prendre ces petits paniers et on va passer ça dans la machine à nettoyer. On va faire ça dans un premier bain ici où on va nettoyer les pièces et ensuite on va faire 2 rinçages et on va finir en séchant les pièces pour qu'elles soient complètement prêtes pour pouvoir être propres bien sûr et séchées pour être réassemblées. Et juste pour vous dire aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer sur le petit bouton sur YouTube avec le petit bouton pour vous enregistrer sur la chaîne. Cliquez aussi sur le petit pouce bleu si vous aimez la chaîne, si vous aimez la vidéo. Comme ça va aider aussi ma chaîne à être promue et promouvoir aussi notre passion sur les montres à d'autres passionnés. Et aussi cliquez sur la petite cloche. J'essaie de mettre une vidéo à peu près toutes les 2 semaines. Comme ça, vous recevrez aussi une notification dès que je mets une nouvelle vidéo. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le petit pouce bleu et le petit pour vous abonner aussi à la chaîne. Merci d'avance. Donc là, on a les pièces qui ont été nettoyées et séchées. On va se focaliser dans un premier temps ici sur le boîtier. On va démonter parce qu'on va faire un nettoyage complet aussi du boîtier. Je fais pas avec le propriétaire, on avait vu, je ne fais pas de polissage sur ce boîtier. Vous voulez garder la montre en l'état. Il voulait s'occuper entre guillemets du problème qu'il y avait sur le calibre. Et là, on va quand même faire un nettoyage. Ça fait partie du service classique, on va dire. On va faire un nettoyage à l'ultrason du boîtier et du bracelet. Bien sûr aussi, on fera après, à la fin, un test d'étanchéité. C'est une montre de plongée, donc forcément, il faut que la montre soit étanche. Donc là, on va tout démonter. On a démonté, on a enlevé la lunette ici. On enlève ici les petits ressorts pour la lunette. On va enlever, vous voyez, avec ce petit crochet ici, je viens enlever les joints qu'on va bien sûr changer, à mettre des tout nouveaux. Donc il y a un joint ici qui vient sur le tube et il y a 2 joints qui sont à l'intérieur du tube sur ce genre de Rolex. Donc là, on va enlever le premier. Voilà.
Et on va venir enlever le deuxième avec ce petit hameçon ici, là, ce petit outil bien pratique. Voilà. Parfait. Et maintenant on a démonté le boîtier. On va prendre tout ça et on va passer ça dans la machine à ultrasons. Donc j'ai une machine Elma ici pour faire les bains ultrasons. Donc on va plonger les pièces à peu près 10-15 minutes dans cette solution ici pour enlever toutes les saletés, les impuretés sur ces pièces et avoir un boîtier, un bracelet le plus propre possible. Donc on va laisser ça un petit peu et ça fait énormément de bruit aussi. Et là voilà, on a rangé toutes les pièces, de nouveau par famille, hein, comme je vous ai dit, quand on les a passées dans le panier, on les remet dans une boîte, voilà, pour attaquer le remontage maintenant de la montre. Donc on va remonter le calibre. On va démarrer ici, dans un premier temps, par le barillet. Et comme on l'a dit, on va réutiliser ici le ressort qui était plutôt avec une amplitude qui était correcte sur la montre. Donc voilà. On va se focaliser sur ça dans un premier temps. Donc d'abord sur une montre automatique, on va venir graisser, vous voyez, sur les flancs ici, venir graisser les flancs du barillet. On va aussi venir poser une graisse plus tard, vous le verrez, sur le fond du barillet. Et ensuite, on va utiliser cet outil Burgeon là avec une taille spécialement conçue pour les calibres de chez Rolex ici, le 31-35. On va remonter le ressort. Donc pour ça, on utilise cet outil, voilà, qu'on vient maintenir, vous voyez, dans cette manivette là et qu'on vient tourner pour réembobiner le ressort, si on veut, pour qu'il soit prêt à être inséré dans le barillet. Et là, vous voyez la fin ici, on est sur un système automatique, donc on a une fin en V là ici du ressort. Voilà. Et maintenant, on va venir retirer cette manivelle là sur l'outil. Et on va voir à l'intérieur qu'on a le ressort qui sera prêt à être inséré dans le barillet. Donc on vient gentiment tirer ici. Voilà, parfait. Et là maintenant, on va prendre le barillet et on va venir déposer le ressort à l'intérieur. Parfait. On va venir déposer une petite goutte sur le dessus, pareil, une goutte de graisse ici, spécialement pour le ressort du barillet. On va remettre l'arbre du barillet et ensuite on va pouvoir venir fermer le barillet avec l'outil ici Orotech, cet outil rouge là qui sert à fermer les barillets. Donc voilà, on va remettre le couvercle et on va venir fermer notre barillet et il sera prêt pour être remonté sur la montre. Mais avant de le remonter, on va faire deux étapes supplémentaires. On va venir, vous voyez, graisser, enfin plutôt huiler dans ce sens-là, ici avec l'huileur automatique, les points de pivot ici de l'arbre du barillet. Et ensuite, on passe au traitement épilame sur les pièces. Je vous ai expliqué, hein, l'épilame, ça va servir à maintenir l'huile ou la graisse sur la surface où on vient mettre l'huile ou la graisse. Donc c'est pour ça qu'on vient faire, si on suit la procédure Rolex sur ces calibres, on vient aussi faire un traitement épilame sur les roues du système automatique. Donc voilà, on va laisser ça pendant 10-15 secondes dans la bouteille, avec ces bouteilles spécifiques pour l'épilame, parce que c'est l'épilame, vous allez voir, avec un peu d'air, ça sèche à une vitesse, ça s'évapore à une vitesse folle. Donc c'est pour ça qu'on a ces bouteilles avec, vous avez vu, un goulot ici beaucoup plus étroit pour en fait être sûr qu'il n'y ait pas trop de contact avec l'air sur l'épilame, sinon l'épilame il pourrait s'évaporer. Si je laisse la bouteille ouverte quelques secondes, à chaque fois on aurait le niveau d'épilame qui baisserait, et l'épilame, juste une petite bouteille d'épilame, ça coûte 100 €. Enfin, vous avez vu le fluide que vous avez sur la bouteille, hein, c'est à peu près 100 €. C'est juste pour vous dire le prix des huiles ou des graisses où l'épilame est vraiment très très cher. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser ce type de bouteilles qui sont aussi très chères, ce type de bouteilles, pour permettre d'effectuer, d'évaporer ici l'épilame.
voyez, on vient mettre une goutte d'huile ici sur le rubis. Vous voyez, j'utilise mon huileur automatique et on va voir la goutte d'huile qui va grossir là. Vous voyez à chaque fois. Voilà. Je vais mettre une petite goutte d'huile ici dans ce rubis du balancier qu'on vient venir mettre en position ici avec le système de choc avec ses ressorts. On vient faire la même chose de l'autre côté aussi. Parfait. Et qu'on vient fermer. On a aussi, vous avez vu, il y a deux rubis aussi qui sont sur la roue d'échappement. Donc là, voilà, un côté, on va faire côté, celui qui est côté cadran ici, que je viens mettre en place. Vous voyez, j'ai pas mis d'huile encore. Ici, c'est juste un rubis. Il n'y a pas le chaton comme on a eu sur l'autre avec le balancier. Donc, je viens juste fermer dessus ici. Et vous allez voir qu'avec l'huileur automatique de l'autre côté, on va faire la même technique. On va venir mettre une goutte d'huile sur le rubis. Là, je viens juste avec un peu d'air checker, voir si le balancier oscille bien, s'il n'y a pas de friction, si le spiral est bien concentrique, s'il est bien plat. Voilà, et là, vous voyez, sur le rubis qu'on a mis aussi pour la roue d'échappement, on vient mettre une goutte aussi. On fait la même chose aussi sur le pont ici, pour la roue d'échappement, où on vient remettre ce rubis, qu'on vient fermer délicatement en position, vous voyez là, venir fermer les bras de ce minuscule ressort ici là. Vous voyez, il est pas exactement en position. Voilà. Oui, là j'utilise aussi des bruxelles qui sont très fines. Personnellement, moi je préfère travailler avec des bruxelles fines pour ce job-là. Voilà, parfait. Et on va bien sûr mettre une petite goutte d'huile, comme on a fait tout à l'heure, sur le pont. On va aussi remonter la roue ici, la roue des couronnes qui se situe sous le pont ici. Comme ça, on va le remonter et il sera prêt plus tard pour être mis sur la roue, mettre plutôt sur le calibre une fois que ce sera à son tour. Et donc pareil, ici vous allez voir, on va utiliser aussi sur le remontage énormément d'huile. Alors beaucoup avec mon huileur automatique ici, et de la graisse aussi. Donc justement pour que comme je le dis à chaque fois, c'est pour que les pièces, forcément, elles puissent tourner ou bouger entre elles, parce que là on est des pièces métal contre métal. Voilà, on puisse réduire la friction, qu'elles puissent bouger le plus librement possible, et surtout aussi pour qu'elles ne s'usent pas prématurément. Si on réduit la friction, on réduit aussi l'usure sur les pièces. Donc c'est pour ça qu'on fait ça. Et là on est passé côté cadran. Et on va faire la même chose, on va bien sûr graisser, huiler tout ça correctement. Et comme on l'a vu sur le problème de cette montre, je pense qu'il y avait aussi un problème de graissage sur justement le changement de la tige de remontoir pour le changement d'heure. Donc voilà, on va tout refaire correctement et bien sûr on verra à la fin si ça fonctionne correctement ou pas. On va remonter ici, voilà, on va huiler tous les points de pivot. Et bien sûr, sur Rolex, j'aime bien aussi suivre, parce que voilà, pour Rolex, il existe, alors ils sont quand même assez compliqués à trouver, mais il existe aussi une documentation de chez Rolex pour remonter et démonter les calibres. Voilà une procédure, la procédure en interne de chez Rolex. Voilà, et il y a une procédure bien particulière pour suivre l'ordre en fait du démontage et remontage, suivre aussi quel type d'huile et de graisse on doit utiliser et où on doit les mettre. Et il y en a forcément peut-être quelques points aussi que j'aime mettre et qui est pas forcément dans la procédure Rolex, mais que j'aime rajouter si on le veut, c'est ma touche personnelle. Mais voilà, on utilise aussi bien sûr toutes les documentations de chez Rolex pour être sûr qu'on suit ça correctement sur le démontage et remontage des montres. Donc là, vous voyez, on vient de remonter le système ici autour de la tige de remontoir. On vient mettre ici le ressort ici,
le renvoi qui est un ressort, on va dire, géant, vous allez voir avec ce bras. C'est ce qui donne en fait les 3 positions, hein, parce qu'on a 3 positions sur cette montre. Vous voyez, une fois que j'ai armé le ressort ici, que je viens le graisser, qu'on va tirer, voilà, c'est ça qui va donner. Là, on est sur la 2e position et la 3e position, voilà. Là, on regarde si le système fonctionne correctement. Il a l'air de fonctionner plutôt bien. Je vois pas d'à-coup ou si on veut là une hésitation comme on a vu tout à l'heure. Là, on voit qu'il y a d'ailleurs un petit peu trop de graisse. Je vais l'enlever avec un petit peu de Rodico ici. Tout l'excès de graisse qu'on peut avoir, voilà, pour que ce soit le plus propre possible. Et ensuite, on va passer côté cadran. On va remonter ici le pignon que je viens huiler avec mon huileur automatique ici sur l'épaulement. On va faire la même chose, vous voyez, sur l'épaulement ici qui est juste dessus. Et tout ça, ça vient, voilà, dans le rubis de ce pont-là qui vient au centre. Parfait. Donc là, voilà, on continue à remonter ce magnifique calibre Rolex 31-35. Voilà, c'est un calibre qui a... Alors, depuis, il est sur il y a le 32-35. Après celui-là, forcément, avant, on était sur le 30-35. C'est vraiment, comme on l'a dit, de très bons calibres. Et ce que je trouve vraiment toujours très intelligent chez Rolex, il y a ce calibre-là. Il y a le calibre aussi qui est sans date. Il y a le calibre GMT, par exemple le 31-85. Donc c'est avec des fonctions supplémentaires, mais sur ces calibres-là, donc par exemple si vous prenez le 31-35, c'est un calibre qui est utilisé énormément pendant que le 31-35 était en production. C'était un calibre qui était utilisé énormément parce que là forcément vous les avez déjà sur toutes les Submariner. Mais vous l'avez aussi sur toutes les Datejust. Il est forcément sur toutes les Datejust. Donc c'est pour vous dire, déjà, je pense que si vous prenez toutes les Datejust et toutes les Submariner, ça doit être, si c'est pas 70%, c'est peut-être même 80, voire même peut-être plus, ou peut-être 70%, parce qu'il y a aussi les GMT, il y a pas mal de GMT. Mais il y a quand même énormément de montres qui sont produites qu'avec ce calibre-là. Et forcément, après, vous avez les GMT. Donc là, on est sur le 31-85. Donc que vous avez chez les GMT 2, chez aussi les Rolex, les Explorer, les Explorer 2 plutôt. Le 31-85, et que ce soit sur les Explorer 2 ou sur les GMT Master 2, c'est exactement le même calibre à l'intérieur. Et il faut savoir que sur les GMT, c'est à 90% exactement le même calibre que ce que vous êtes en train de voir là maintenant, avec quelques pièces supplémentaires pour faire la fonction GMT. Donc c'est-à-dire que voilà, s'il y a, si c'est pas 90, c'est 95, voire même peut-être plus, c'est même sans doute plus, des pièces qui sont vraiment identiques. Donc, c'est-à-dire que Rolex, si vous vivez et c'est la même chose si vous êtes sur une Day-Date ou si vous êtes juste sur les Oyster sans date, il y a 90% des pièces qui sont tout le temps les mêmes sur la famille du calibre. Et je trouve ça très intelligent parce qu'en fait, Rolex, déjà dans une famille, il n'y a pas énormément de calibres, mais il n'y a pas énormément, même s'il y a différents calibres, il y a 90% des pièces qui sont en fait toujours les mêmes. Donc d'un point de vue production, qualité, c'est forcément beaucoup plus facile à gérer plutôt que voilà un calibre qui est complètement différent avec des pièces qui sont différentes en termes de changement de série de production, en termes de contrôle qualité. C'est tout le temps les mêmes. Donc c'est vraiment très très intelligent. Et ce qui voilà, c'est aussi, je pense, d'un point de vue économique, très intéressant. Donc forcément, on le sait, hein, aujourd'hui, voilà, les coûts des Rolex, le prix des pièces, des montres est quand même très élevé. Et forcément, eux, ils ont fait aussi leur production, ils ont réduit les coûts au maximum en faisant les choses sans, et je le redis, sans la qualité, elle est vraiment toujours au top. Donc sans baisser la qualité. Mais voilà, ils ont pris des décisions qui, je le trouve, sont quand même très intelligentes d'un point de vue
production et financier sur leurs pièces. Et c'est aussi d'un point de vue horloger, c'est beaucoup plus simple parce que on n'a pas besoin d'un stock de pièces, même si c'est toujours très compliqué d'avoir des pièces de chez Rolex, mais on n'a pas besoin d'avoir un stock de pièces énorme parce que c'est souvent les mêmes pièces qui sont à changer. Par exemple, si vous prenez le ressort du barillet, que ce soit le ressort du barillet du 31-35, du 31-85, de celui d'une Day-Date ou de celui d'une montre Oyster classique de la même famille, c'est le même ressort de barillet. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et c'est aussi beaucoup plus facile pour un horloger aussi de travailler. Et c'est pour ça que là j'ai été un petit peu choqué de voir qu'une montre qui a été restaurée ou un service qui a été fait chez Rolex. Donc comme on l'a dit, il n'y a pas, c'est tout pratiquement tout le temps les mêmes calibres. Il n'y a pas beaucoup de variations entre les calibres. De faire des erreurs, c'est quand même assez particulier parce que forcément c'est beaucoup moins complexe que de travailler sur des calibres qui sont différents tous les jours. Sur les Rolex, il y a forcément si on est sur une Daytona ou une Submariner, c'est pas le même calibre. Mais il y a quand même beaucoup moins de types de calibres chez Rolex que si par exemple on est chez les GGR, où il y a énormément de calibres différents, beaucoup plus de complications, et c'est la différence avec les Rolex. Donc là on a continué à bien remonter, vous voyez là on est en train de remettre l'encre ici, on va aligner, vous voyez sur le rubis, le point de pivot, voilà, parfait. Et on va le maintenir tout ça en position avec les vis. On va bien sûr remonter la montre. Je ne l'ai pas pris ici, mais sous le microscope aussi, on va graisser le rubis de l'encre. On l'a déjà fait dans d'autres vidéos. On va aussi huiler tous les points ici, tous les rubis du train de roue et tous les rubis qui sont sur le calibre. Vous voyez ce que je suis en train de faire là, ici avec mon huileur manuel, où on vient avec différents types d'huile. Hein. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a des gens qui vont poser des questions, mais combien d'huile sur une montre, on utilise entre, on va dire, allez, ça dépend des calibres, ça dépend des types de montres, mais on utilise en général 5 ou 8 huiles, 5 ou 6, pardon, huiles ou graisses différentes sur le même calibre. On utilise des huiles avec différentes viscosités, des graisses aussi, forcément. On a vu, par exemple, il y a des graisses qui étaient dans le barillet, qui sont des graisses spécifiques pour le barillet, celui sur le côté, celui sur le fond du barillet ou au-dessus du barillet. Il y a des graisses différentes. La graisse aussi, par exemple, sur l'encre qui est différente aussi. Donc voilà, on a entre 5 et 6, on va dire, graisse ou huile sur un calibre. Ça peut être plus en fonction sur le calibre où on est. Et voilà, et on doit les utiliser forcément à l'endroit où on veut avoir l'huile qui est la plus optimisée pour son utilisation. Donc là, vous voyez, on vient huiler ici le petit point pivot où on va remettre ici le rubis après. Voilà. Et ici, vous voyez, on va remettre ici la roue du changement de date avec cette came que j'aurais dû mettre d'ailleurs avant la pièce avec le rubis. On va le mettre juste dessous là. Voilà. Et on va maintenir tout ça. Et vous voyez ce rubis ici qui vient sur cette came, s'appuyer sur cette came. Et c'est en fait pour faire cette came est là pour faire le changement de date rapide. Et encore, on voit là vraiment en termes de qualité avec un rubis. Donc c'est-à-dire le rubis, c'est vraiment une dureté pratiquement celle du diamant. Donc on n'aura franchement aucune usure sur cette pièce pour faire le saut de date rapide ici. Donc voilà, c'est vraiment un changement de date rapide de qualité. On vient mettre, vous avez vu cette roue intermédiaire avec maintenant la roue des heures. On va venir connecter le système de changement de date et avec son saut rapide. Ici, on a le changement de date rapide. Vous voyez, vous allez voir cette roue là avec cette étoile dessus. D'ailleurs, la première n'était pas à la bonne place, là que je viens remettre correctement. Voilà. Et maintenant, on va remettre le pont par-dessus où on va venir maintenir toutes ces pièces dessous correctement. On le voit sur ce pont aussi énormément de rubis, notamment pour le disque de date, pour
réduire la friction sur la rotation du disque de date qu'on va mettre tout à l'heure. Et on vient mettre ici ce pont avec ces magnifiques vis bleues qui sont bleuies ici, là. Et la dernière qui est au centre. Et on le voit ici, on va voir si le changement, comme on avait vu, là on va checker ici si on a un changement. On le voit ici sur la roue. Regardez la roue qui tourne à gauche ici. Et vous voyez, on a le rubis qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et tac, d'un coup, il va venir. Voilà, pour faire le saut de date rapide, vous allez voir. Et ici, on vient mettre la dernière vis. On vient huiler les derniers rubis. On vient graisser ici le saut, là, ici, le petit ressort qui va venir indexer la date sur le disque de date. Et on va remettre, voilà, le disque de date en position. Et vous vous souvenez, avec le petit, la petite erreur qu'on avait vue au tout début avec la vis là, qui maintient le disque de date en position qui n'était pas fermée. Là, bien sûr, on va essayer de ne pas oublier, c'est quand même grave, de refermer ici cette petite vis là. Voilà, vous voyez, qui vient maintenir le disque en position. Et là, on va vérifier si ça fonctionne bien. Donc, on va venir tourner comme si on changeait l'heure pour faire le saut de date qui va être aux alentours de minuit. Et on va voir, regardez, sur le côté gauche, bam, vous avez vu le coup rapide, comme on a vu tout à l'heure, avec le rubis qui vient appuyer sur la came et qui vient faire ce saut rapide. On va le faire une deuxième fois. Ici, vous allez voir, ça va approcher, et on va venir taper, voilà, vous voyez, rapidement sur le disque pour venir le faire sauter. Et là, on a le changement de date rapide, où on voit cette roue ici, avec l'étoile qui vient engager le disque de date pour faire le changement rapide de date. Ok, on va regarder ici, on va remettre ce magnifique cadran, comme j'ai dit, sur les Submariner et d'ailleurs sur d'autres Rolex, mais les cadrans sont vraiment fantastiques. La laque qui est dessus, le brillant, le noir qui est vraiment très profond, ils sont vraiment superbes. Moi, je les trouve très beaux. Et donc, c'est ce qu'on va faire là. Bien sûr, on va faire attention de ne pas abîmer. Ils sont forcément aussi très fragiles avec cette laque par-dessus. En remettant les aiguilles, on va faire attention de ne pas les abîmer. Là, vous voyez, on a eu le saut de date qu'on va aligner à minuit. On vient utiliser ici l'outil Orotech pour venir presser là, mon aiguille des heures en position. On va venir maintenant aligner l'aiguille aussi des minutes à minuit. On va venir le mettre gentiment en position et on va venir aussi l'ajuster au saut de date. Donc là, on va le faire gentiment. Et là, voilà. Et là, vous voyez, on était plutôt pas trop mal, hein, presque à minuit. Donc on va essayer, moi j'ai essayé de l'avoir le plus proche possible de minuit sur le saut de date. Parfait. Et là, on vient presser l'aiguille des minutes en position. On va regarder le saut de date. Est-ce qu'il est presque à minuit? Oh ouais, parfait. Alors là, c'est pile à minuit. Donc très content sur le réglage du saut de date. Et on fait la même chose avec, on va remettre l'aiguille des secondes maintenant. Et forcément, on va contrôler, voir si, vous vous souvenez, on avait ce petit problème de changement de hack, là, d'arrêt des aiguilles de seconde. On regarde aussi si les aiguilles ne se touchent pas entre elles. Maintenant qu'on les a installées, parce que forcément, ça serait dramatique pour que si les aiguilles touchent entre elles, la montre donnerait plus l'heure correctement parce qu'on aurait cette friction. Et là, voilà, on voit, ça redémarre direct sur les secondes. Et quand on tire, parfait, on a la position, on voit que ça tire, tac, dès qu'on arrive à la 3e position, ça s'arrête de suite. Donc ça, c'est bien. On a le système là qui fonctionne correctement maintenant. On va remonter, bien sûr, le système automatique, parce que forcément, c'est un Rolex Submariner avec un système automatique. Donc là, on a une montre qui donne l'heure correctement, qui donne aussi la date correctement. Mais là, on va rajouter par-dessus la fonction remontage automatique. Donc voilà, on vient remettre toutes ces roues ici.
On vient remettre, vous voyez, le pont ici avec ce rubis énorme ici, là. On vient aligner, voilà, toutes les roues sur les rubis. Et une fois que c'est en position, bien sûr, on va sécuriser tout ça avec les vis. Donc là, on a 3 vis à mettre sur ce pont-là. Et bien sûr, la dernière étape qu'on va faire, hein, comme on l'a fait sur tout le calibre, on va aussi huiler le calibre et les points de pivot ici, donc tous ces rubis. Et il reste aussi, vous allez voir sur la partie automatique, on a eu aussi au tout début un petit problème qu'on va ajuster, c'est qu'on a ici l'arbre ici du rotor là, de la masse oscillante qui avait trop de jeu. Hein. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser ici un outil, on va chasser, en fait, on va enlever cet axe et on va en remettre un nouveau, forcément parce que celui-là étant usé, on le voit avec, on l'a vu avec le jeu, donc on va venir taper pour extraire, voilà ici, on vient extraire l'arbre et on va venir en remettre un tout nouveau, tout neuf, qu'on va venir utiliser et remettre, vous voyez, en position ici. On va utiliser un outil spécifique Rolex pour venir sertir cette pièce ici. Vous voyez, c'est cet outil-là. On va venir sertir l'axe sur voilà, la masse oscillante ici. Et là, voilà, on doit taper assez fort dessus pour, entre guillemets, venir tordre le métal et venir le sertir sur la pièce. Juste pour vous dire aussi, vous voyez, dans la vidéo, j'utilise énormément d'outils. Si vous voulez aussi, si vous travaillez aussi sur vos montres, je travaille énormément avec Venus Diffusion. Je vous mets un lien dans cette vidéo pour le site Venus Diffusion. Vous pouvez y aller les yeux fermés pour les outils. Et je travaille aussi énormément avec Orotech. J'adore cette marque suisse sur les outils. Et je vous mets aussi dans la description un lien sur le site Orotech si vous voulez acheter certaines de ces pièces. Et vous pouvez y aller aussi les yeux fermés là-dessus. Donc là, on est en train de remettre tous les joints, des nouveaux joints. Alors, on a vu là, on a mis les 2 joints qui sont dans le tube, le joint qui est à l'extérieur du tube. On va remettre le joint ici qui est sur la partie arrière du boîtier. Voilà. Qu'on vient remettre et qu'on a aussi graissé au préalable. On va remettre le joint qui est dans la couronne ici, à l'intérieur. Voilà. Et ce qu'on va faire, en fait, on va fermer tout ça, hein, sans calibre à l'intérieur. On va refermer ce boîtier avec ces nouveaux joints. Alors là, on vient fermer la couronne ici. On va faire la même chose avec l'arrière, la partie du boîtier arrière, qu'on va venir fermer. On va venir aussi utiliser cet outil pour vraiment venir fermer avec force. Et voilà, on a mis le joint à l'intérieur fonctionne correctement sur la partie arrière du boîtier. Et on va venir faire un test d'étanchéité. Donc là, on vient tester et on vient monter, voilà, le boîtier en pression et on va gentiment lâcher la pression à l'intérieur de ce bocal ici dans l'eau. Et si on a une fuite, on va voir de l'air s'échapper. Donc là, on voit, il n'y a pas d'air qui s'échappe. On doit avoir voilà, beaucoup de petites bulles qui doivent s'échapper de l'endroit où il y a une fuite. Là, on est sur un boîtier qui est étanche à 100%. Donc, ce qui est une très bonne solution forcément pour une montre de plongée. Donc voilà, on fait toujours forcément sur les montres qui sont étanches, on fait toujours un test aussi d'étanchéité sur les boîtiers pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Ici, on vient remettre les vis qui vont maintenir le calibre dans le boîtier. On va venir enlever toutes les impuretés qu'on peut avoir, les poussières qui sont à l'intérieur du boîtier et sur le cadran. Bien sûr, on ne veut pas emprisonner de poussière à l'intérieur de la montre et surtout voilà avec ce cadran qui est magnifique. Voilà, on ne veut pas de poussière ou quoi que ce soit dessus. Hein. Donc, on vient souffler et enlever tout ce qu'on peut dessus et on vient remettre ce magnifique boîtier sur le cadran et le calibre. Et là, on va faire le
3/4 de tour ici, ou allez, même pas un quart de tour sur les Rolex. On va venir engager les vis. On va venir remettre la tige de remontoir. Voilà. On va venir resserrer les vis ici pour maintenir, ça va maintenir le calibre en position dans le boîtier. Et voilà, on va pouvoir remonter la montre maintenant. Et il nous reste les dernières pièces à mettre, c'est-à-dire les pièces du système automatique. Donc on a la partie qu'on a déjà remontée tout à l'heure. Et on a aussi la masse oscillante là, du système automatique, où on a aussi changé son axe qu'on doit remettre. D'abord, on va remettre voilà, tout cet ensemble sur le calibre pour faire d'une montre manuelle de nouveau une montre automatique. Voilà, et là maintenant, on va maintenir tout ça en position avec les 2 petites vis ici qui maintiennent le système automatique en position. Et là encore, regardez les marques, je suis choqué encore par ces marques qu'il y a sur la vis ici, là. Je ne sais pas comment c'est possible d'avoir des marques aussi profondes que ça. J'ai vraiment pas d'idée ou d'imagination comment c'est possible de faire ça. Et on va mettre maintenant, voilà, le rotor ici. Le remettre en position au centre. Et qu'on va bien sûr, une fois qu'il sera en position, on va venir le verrouiller avec le petit clips ici, là. Voilà. On n'a plus de jeu aussi sur le rotor, donc ça c'est parfait. Et on a une montre là maintenant, on a un calibre qui est 100% fonctionnel. On va bien sûr remonter, on n'a pas encore remonté la lunette, donc on va remonter d'abord les ressorts qui vont faire aussi sur la lunette, et notamment le clic quand vous tournez la lunette dessus. Et bien sûr, on est sur une lunette unidirectionnelle qui tourne que dans un sens. Étant une montre de plongée, on ne peut pas la faire tourner dans les 2 sens. Voilà, qu'on est clipsé en position. Et on va venir voilà, fermer une bonne fois pour toutes maintenant la montre avec l'outil Orotech ici. On va venir aussi remettre le bracelet. Voilà, qu'on a nettoyé bien sûr. Voilà, que je viens remettre gentiment en position ici. Voilà. Et la montre, on va la faire tourner pendant à peu près 48-72 heures pour être sûr que le système automatique fonctionne, que l'heure, le changement de date fonctionne normalement. Ensuite, on va démagnétiser la montre et on va voir le résultat sur le time grapher. Mais juste pour vous dire, dans un premier temps, j'ai mon site internet. Comme voilà, cet abonné qui a envoyé sa Rolex, vous pouvez aller sur mon site internet. Vous pouvez me contacter dessus. J'ai d'abord des montres qui sont à vendre, certaines montres qui sont faites avec les vidéos de la chaîne. Et aussi, vous pouvez m'envoyer, par exemple, comme cette Rolex, vous pouvez m'envoyer votre montre pour faire une révision complète ou une restauration sur votre montre. Je serai très ravi de travailler sur votre montre. Donc, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Et là, vous voyez le résultat sur le time grapher. On a une BTR qui est parfait à 0. L'amplitude qui est pratiquement à 300 degrés, donc qui est et voilà, on va, plutôt que de perdre quelques secondes, on va gagner quelques secondes sur la montre plutôt que voilà, perdre du temps. Je préfère avoir quelques secondes d'avance sur une montre et on voit voilà, une montre qui tourne très bien, une montre magnifique. Il n'y a plus les problèmes qu'il y avait au tout début. Et maintenant, cette montre a été envoyée de nouveau à son propriétaire et j'espère qu'il va pouvoir l'utiliser encore pendant de nombreuses années. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour la prochaine. Bye bye.